Le ministre des Affaires étrangères et des Affaires de la CARICOM de Trinité et Tobago. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Francis Fonseca, ministre des Affaires étrangères et du Commerce du Belize. Mr. President, Monsieur le Président, le droit à l'autodétermination des peuples est un droit sacro-saint. C'est grâce à l'exercice de ce droit à l'autodétermination que tous les pays ont ici le privilège d'être représentés. Nos nations existent par la volonté de nos peuples, en vertu de leur droit à choisir leur statut politique et leur voie vers le développement économique, culturel et social. Pour reprendre à mon compte les mots de Nelson Mandela, nos peuples sont les véritables artisans de l'histoire. Leur participation dans toutes les prises de décision concernant notre avenir est la seule garantie d'une démocratie véritable et d'une liberté véritable. Réfléchissons aux défis auxquels nos peuples sont confrontés aujourd'hui. Ce principe sacro-saint du droit à l'autodétermination est-il bien respecté? Le Belize est un État membre de l'Alliance des petits États insulaires, l'AOSIS. Il figure parmi les 39 pays qui sont en première ligne dans la lutte climatique. La genèse de cette crise est à rechercher du côté des pays industrialisés. L'accélération de cette crise est le fait de tous les membres du G20. Actuellement, le G20 représente environ 80% des émissions à l'échelle internationale. Les membres de l'AOSIS, eux, contribuent à hauteur de moins d'1% aux émissions mondiales. C'est le compte de deux mondes, mais nous n'avons qu'une planète à nous partager. Les économies des pays du G20 progressent, elles avancent et contribuent à la production économique mondiale et au commerce mondial dans une ampleur impressionnante et très prometteuse pour les populations de ces pays. Mais il est fondamental que leur croissance soit calibrée pour rester à la hauteur d'un monde où les PUD ont droit aussi à un avenir sûr. C'est encore possible, mais nous devons agir de toute urgence. En tant que petits États insulaires en développement, nous savons que les moyens de subsistance de notre population dépendent depuis longtemps de secteurs traditionnels comme l'agriculture, les pêches ou le tourisme, des secteurs très sensibles au changement climatique. Les possibilités de diversification sont limitées pour nous, étant donné notre taille, la taille de notre population et notre emplacement géographique. Les changements climatiques nous poussent à rompre avec la tradition et mettre en branle des transitions malgré l'éventail d'options très limité pour ce faire. Chaque pas en avant que nous faisons se solde par un nouvel obstacle à surmonter et davantage de risques de revers, alors que les conséquences des changements climatiques empirent. Les coûts sont de plus en plus grands, la marge de manœuvre budgétaire à notre portée se réduit comme peau de chagrin et les perspectives pour partager équitablement la prospérité globale diminuent. Le droit des PUD à définir leur avenir doit être protégé et garanti. Les conséquences graves de la hausse du niveau des mers sont pour les PUD irréversibles. Nos peuples ont fait encore plus que leur devoir pour protéger et préserver notre environnement, et malgré cela, certains de nos citoyens doivent déménager, quitter leurs terres ancestrales. Dans de telles circonstances, nous le répétons, quels que soient les changements physiques qu'apporteront les changements climatiques pour nos territoires,
notre souveraineté et notre droit à l'autodétermination resteront, eux, intacts. Monsieur le Président, les souffrances éternelles d'un peuple ne peuvent jamais être considérées comme une question exclusivement nationale. L'Organisation des Nations Unies a été bâtie sur les ruines de la guerre pour proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, et pour créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, et pour favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Tous les membres des Nations Unies ont l'obligation de donner effet à ces mots. Les conflits ne doivent pas pouvoir s'envenimer. La guerre en Ukraine dure depuis maintenant plus de 2 ans. Et, hélas, la fin ne semble pas proche. Haïti accapare de nouveau notre attention. Pour le Belize, la riposte internationale à cette crise doit s'inscrire dans la durée pour instaurer une paix et une sécurité pérennes dans ce pays frère. Par le truchement de la communauté des Caraïbes, nous œuvrons à consolider, renforcer Haïti. Nous applaudissons le peuple haïtien pour sa détermination à choisir sa voie pour avancer. Et nous sommes heureux de contribuer, via le déploiement de personnel, à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le Belize s'inquiète au plus haut point de constater que jusqu'ici, la communauté internationale n'a pas pleinement tenu ses promesses vis-à-vis de la mission d'appui à la sécurité, pas plus que vis-à-vis du plan de riposte humanitaire pour Haïti. Cette situation hypothèque tous les efforts déployés pour établir une forme de stabilité politique et, pire encore, cela met en péril l'avenir même d'Haïti. Monsieur le Président, Cuba ne doit plus être soumise à un embargo économique injuste et illégal imposé par les États-Unis. Il est fondamental que Cuba soit radié de la liste des États qui appuient le terrorisme. Ce système de désignation arbitraire et unilatéral a créé un obstacle tout à fait superflu à la coopération internationale, à un engagement constructif et à la promotion de la paix et de la stabilité dans notre région. Monsieur le Président, le Belize condamne les violations continues du droit à l'autodétermination du peuple palestinien et appelle à éradiquer le système de domination coloniale et d'apartheid imposé aux Palestiniens. Comme le Belize l'a dit devant la Cour internationale de justice à l'occasion de l'avis consultatif récent de la Cour, on ne peut accepter qu'Israël continue de fouler aux pieds l'un des principes les plus fondamentaux du droit international en toute impunité, car l'impunité engendre l'inhumanité. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, cette Assemblée générale a adopté une résolution proposée par la Palestine pour réaffirmer le contenu de l'avis consultatif de la CIJ et a appelé les membres à agir afin de nouveau de faire respecter le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. La guerre, l'oppression, l'inhumanité doivent cesser. Monsieur le Président, Taïwan est une nation qui a fait sien les idéaux de démocratie, de développement et d'innovation. Et étant donné les défis auxquels se heurte la communauté internationale, nous avons besoin de l'inclusion et de la pleine participation de Taïwan dans le système international. Cela doit être fait immédiatement.
Le peuple du Sahara occidental doit se voir octroyer son dû, ce qui est son dû depuis longtemps, à savoir un référendum pour choisir son propre avenir. Nous lançons de nouveau un appel en direction des Nations Unies et de la communauté internationale pour que les mesures nécessaires soient prises afin de permettre au peuple sahraoui d'enfin exercer son droit à l'autodétermination. Monsieur le Président, selon moi, le socle sur lequel repose cette idée de ne faire aucun laissez-pour-compte exige que nous promovions et protégions activement le droit à l'autodétermination sous sa forme la plus élémentaire. C'est vrai dans le contexte des questions de paix et de sécurité. Et maintenant, nous devons aussi y veiller dans le contexte du développement durable. Nous avons adopté un plan de sauvetage pour remettre sur les rails la réalisation des objectifs de développement durable. Nous avons maintenant un pacte pour l'avenir. Nous devons saisir toute occasion qui s'offre à nous pour mettre en place les systèmes et les financements nécessaires pour doper la réalisation des objectifs climatiques et des objectifs de développement durable. Dans cette entreprise, nous devons garantir à tous les mêmes chances de profiter de la prospérité globale. Nous devons nous montrer plus ambitieux collectivement et investir dans tous nos peuples, en les autonomisant. Monsieur le Président, la déclaration sur la hausse du niveau des mers et le statut d'État adoptée par les dirigeants de l'Alliance des petits États insulaires le 23 septembre affirme que la souveraineté et le statut d'État des petits États insulaires en développement ne sauraient être remises en question, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la hausse du niveau des mers provoquée par les changements climatiques. Nous invitons tous les États membres des Nations Unies à étayer la mise en œuvre de cette déclaration et à en faire la base de leur coopération internationale. En outre, afin de garantir au PUD une protection face aux plus graves des menaces climatiques, il faut absolument limiter la hausse du niveau des températures à un niveau bien en deçà des 1,5 degrés Celsius. Nous exhortons les pays du G20 à renforcer leurs cibles en matière de réduction des émissions pour atteindre cet objectif. Pour les petits États insulaires en développement, l'adaptation est un impératif. Les pertes et préjudices associés au changement climatique sont inévitables. Notre nouvel objectif en matière de financement climatique, qui sera arrêté à Bakou, doit contenir des recommandations spécifiques concernant les PUD. Il faut que les PUD bénéficient de dons et de prêts dans des conditions préférentielles pour financer leur adaptation. Des dons doivent leur être versés au titre des pertes et préjudices. Nos nouveaux objectifs doivent aussi donner effet aux dispositions de l'accord de Paris qui exige un accès amélioré pour les PMA et les PUD au financement de l'action climatique. Enfin, le nouvel accord doit appuyer la capitalisation urgente du Fonds pour les pertes et préjudices. Avec l'adoption du programme d'action d'Antigua et Barbuda pour les PUD, nous avons fait un pas en avant, mais l'ONU doit maintenant garantir sa mise en œuvre. Les PUD doivent être représentés à la table des institutions financières internationales et économiques mondiales. L'indice multidimensionnel de vulnérabilité doit être incorporé dans les politiques et les pratiques existantes et les politiques de gestion de la viabilité de la dette et d'appui au développement afin de garantir aux PUD un meilleur accès au financement pour le développement. Monsieur le Président, le Belize va de l'avant. Nous sommes en train de transformer notre trajectoire vers le développement. Nous avons amélioré de façon spectaculaire notre profil en matière de crédit grâce au projet Belize Blue Bond, un projet visant à échanger des dettes contre des projets de préservation de l'environnement marin. Nous sommes en train de réformer, de moderniser nos cadres politiques et législatifs pour attirer les investissements et activer notre économie bleue
et notre économie orange, y compris au-delà de notre juridiction nationale. Dans le cadre d'un partenariat avec les États-Unis d'Amérique, nous avons signé un accord avec à la clé un montant de 125 millions de dollars avec la Millennium Challenge Corporation pour contribuer à réduire la pauvreté au Belize en mettant l'accent sur les secteurs de l'énergie et de l'éducation. Nous réalisons des investissements ciblés pour faire en sorte que tous les enfants sans exception aient accès à une éducation de qualité et à des perspectives d'avenir. Je vous donne un exemple en la matière. Le projet Ensemble, nous nous épanouissons, un projet qui vise les établissements d'enseignement secondaire et vise à bénéficier à la moitié des étudiants dans l'enseignement secondaire et leur permettre d'avoir accès aux ressources dont ils ont besoin pour remporter un succès dans la vie, y compris des uniformes, du matériel scolaire et des repas sains. L'éducation est maintenant obligatoire au Belize jusqu'à 16 ans et nous améliorons les taux de scolarisation et de transition vers l'enseignement supérieur. Nous travaillons sans relâche pour garantir davantage de possibilités de formation professionnelle, améliorer l'accès aux ressources numériques, pour faire en sorte que les jeunes soient préparés à rentrer sur un marché du travail en pleine évolution et à même d'être des innovateurs dans des secteurs comme l'agriculture, les changements climatiques et les nouvelles technologies. Nous travaillons avec dynamisme pour combler le fossé numérique, car les nouvelles technologies sont la clé du progrès. Mais il nous faut pouvoir compter sur des efforts multilatéraux pour faire en sorte que toutes les nations, quelle que soit leur taille ou leur richesse, disposent des infrastructures et des capacités pour participer à l'économie numérique. L'éducation et le renforcement des capacités, à elles seules, ne suffiront pas. Il est tout aussi important de régler les inégalités, de travailler à l'inclusion si nous voulons des changements durables. Réaliser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles est au cœur de cet effort. Le Belize a réalisé des avancées de taille dans ce domaine. J'en donnerai pour exemple le lancement récent de notre politique nationale pour le genre amendée pour la période 2024-2030. L'objectif de cette nouvelle politique est d'éradiquer les discriminations et les violences contre les femmes tout en promouvant leur participation pleine et entière à tous les aspects de la société, que ce soit la sphère sociale, la sphère économique ou la sphère politique. Le Belize continue de travailler pour que tous ses citoyens aient accès à un secteur de la santé de qualité, abordable et efficace. D'ici à janvier 2025, nous atteindrons l'objectif d'une assurance maladie nationale universelle. Nous renforçons aussi notre système national de santé mentale. L'objectif est d'étendre et d'améliorer l'accès à des soins de qualité dans ce domaine, à lutter contre la stigmatisation qui entoure la santé mentale et à améliorer les programmes de sensibilisation, notamment dans les zones rurales ou isolées. Monsieur le Président, le Belize est bien décidé à régler de façon définitive la question des revendications territoriales, insulaires et maritimes du Guatemala. Nous nous félicitons que le Guatemala se soit engagé à respecter la décision de la Cour internationale de justice. Sur le plan politique, nous avons pris langue activement avec le Guatemala pour renforcer notre relation bilatérale. Lorsqu'une solution définitive aura été arrêtée, elle sera synonyme de davantage de perspectives pour nos deux nations dans les domaines comme le commerce, les investissements et la coopération. Monsieur le Président, pour le Belize, nous le réaffirmons, l'Organisation des Nations Unies représente la plateforme centrale de toute action coordonnée sur la scène internationale, mais ces processus de prise de décision doivent être plus inclusifs, plus réactifs et représentatifs. Ces institutions ne peuvent plus être prisonnières d'un monde qui existait il y a 80 ans.
La réforme de l'ONU est une nécessité urgente pour qu'elle reflète le monde d'aujourd'hui. Monsieur le Président, aujourd'hui, notre jeunesse nous a donné un mandat clair, limpide. Les jeunes exigent que nous agissions. Ils demandent reddition de comptes, un avenir où leur voix sera entendue et respectée. Si nous choisissons de faire la sourde oreille, ce sera à nos propres risques et périls. Nous ne pouvons échouer à entendre l'appel de la jeunesse. C'est notre responsabilité. Nous devons tenir nos engagements et bâtir un monde à la hauteur de ce que méritent les générations présentes et à venir. Je vous remercie. I thank the Minister for Foreign Affairs and Foreign Trade of Je remercie le ministre des